Oui, ben ça fait vraiment chaud au cœur de recevoir le prix PGL. Moi, j'ai déjà vu Paul Gérin-Lajoie prononcer une allocution, puis c'est un individu super inspirant. On parle quand même du premier ministre de l'Éducation, donc pour moi, l'éducation, c'est une valeur qui est fondamentale. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Québec, donc que le jury m'ait choisi pour recevoir ce prix-là, j'en suis vraiment honoré. Moi, je prends parole sans savoir exactement qui écoute ce que je dis, et de savoir que les jeunes écoutent, les jeunes dans les quartiers qui m'interpellent, moi, c'est vraiment ça le cadeau. Donc, merci au jury, merci à l'organisation Ensemble pour le respect de la diversité, merci aux jeunes de penser que je mérite ce prix-là, en fait. Le travail qu'on voit à travers des entrevues dans l'espace médiatique, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. C'est vraiment qu'est-ce qui est le plus évident, mais la majorité de mon temps est consacré à autre chose. Donc, pour 3 points qui, oui, est une organisation, les gens, des fois, ignorent à quel point le travail d'être impliqué au sein d'une organisation est très demandant. Il y a un ensemble d'enjeux dans une équipe de 20 personnes qui se vivent au quotidien, donc c'est quand même énergivore. Et c'est stimulant, puis c'est très gratifiant de voir se développer une organisation, mais bien au-delà de, encore une fois, qu'est-ce qui est visible, il y a un travail au quotidien qui est fait. Et après, il y a le travail qui est travail de toutes sortes, hein, que ce soit à travers les actions militantes qui sont posées, les conversations qui rapportent pas $1 en fait. C'est vraiment des conversations qui se font entre différents acteurs de différentes communautés, de mentorer des gens qui dirigent des organisations aussi, donc écouter les demandes, offrir des conseils aux personnes qui créent des nouveaux projets. J'essaie de consacrer du temps à ça, saisir sur des conseils d'administration. Je pourrais nommer beaucoup de choses, mais en gros, l'essentiel pour moi, c'est ce travail-là de terrain. C'est un travail en fait qui tisse une maille, en fait une toile qui est presque invisible, mais qui renforce en fait le tissu d'une communauté. Donc, j'essaie d'y participer et je sais qu'il y a un ensemble de personnes en fait qui font ça aussi, puis c'est vraiment, vraiment important de le faire. Pour moi, le sport comme moyen d'action est vraiment important parce que j'ai moi-même vu c'est quoi l'impact positif du sport pour une société. J'ai joué au basketball et au soccer dans ma vie. Puis à travers ces activités-là, je me suis développé. Mes coachs m'ont beaucoup aidé à m'affirmer, à prendre confiance, à persévérer. Donc, et moi, je suis moi-même devenu entraîneur, puis j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir dans la vie de jeunes, d'utiliser le sport pour soutenir les jeunes. Puis j'en suis venu à réfléchir aussi justement sur l'importance des gens qui sont des athlètes dans une société. Donc, que ce soit en fait les gens comme Félix Auger-Aliassime, de Lugensdorf au basketball, il y en a d'autres aussi. On a Marie-Philippe Poulain qui est au hockey. Ces personnes-là, on les admire, mais quand elles parlent d'enjeux de société, ça leur arrive, puis on les écoute. Donc pour moi, le sport, c'est quelque chose de rassembleur. Quand on pense aux Jeux olympiques, c'est des moments où les gens en fait se rassemblent, donc sans évacuer les défis que le sport rencontre. Je pense que le sport, il y a quelque chose de plaisant, de rassembleur qui fait en sorte que c'est un terreau propice pour se parler d'enjeux de société. Quand j'étais enfant et adolescent, j'étais vraiment gêné moi-même. J'avais vraiment peur de m'affirmer. Je me souviens que je faisais des oraux à l'école, puis devant mes collègues de classe, j'avais vraiment pas envie de parler. Donc, je comprends que ça peut par moments être difficile, ou des fois, j'ai eu dans mon entourage, moi j'étais bon à l'école, mais j'ai aussi eu dans mon entourage des amis qui étaient moins bons à l'école, ça ne les mettait pas en confiance de pouvoir prendre parole sur différents enjeux. Mais je pense vraiment qu'on est tous capables de se poser des questions sur c'est quoi les choses autour de nous qui nous interpellent, puis de prendre parole sur ces questions-là. Puis c'est pas obligé d'être devant les médias. Moi, c'est quand je suis devenu adulte que il y a eu la télévision, la radio, mais tout le monde en plus aujourd'hui a accès aux réseaux sociaux. Il y a des plateformes de communication, de se parler. Et des fois, c'est même pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Ça peut être simplement de donner un coup de main à son collègue par rapport à un enjeu en particulier. Je pense que tout le monde a le pouvoir de faire une petite différence.
dans son milieu. Puis ce qu'on pense qui est une petite différence, des fois, c'est une très, très grande différence parce qu'on ne sait jamais, on parle de l'effet papillon, là, on ne sait jamais qu'est-ce que chaque geste peut faire. Donc moi, c'est encourager les jeunes à se poser la question, qu'est-ce qui les interpelle? Puis de se dire, bon, mais c'est un sujet qui m'interpelle, de faire une action spécifique là-dessus. Puis après, cette action-là peut devenir une grande action, on verra, mais toute différence a vraiment un impact selon moi. Je pense que c'est vraiment important de reconnaître que la richesse, l'histoire des communautés noires n'a pas commencé avec l'esclavage, n'a pas commencé ou ne se limite pas au racisme. Il y a toute une richesse qui est beaucoup plus vaste. Il y a peut-être des jeunes qui connaissent le rappeur Nas, qui est sur la scène hip-hop depuis très longtemps. Il a fait une chanson qui, le nom, je pense que c'est I Can, où il parle de comment, en fait, les communautés noires, depuis les débuts, en fait, de l'époque de l'Antiquité, avaient des richesses matérielles, du savoir, une civilisation. Tout le monde allait visiter l'Afrique pour comprendre certaines choses, pour apprendre par rapport à la science, par rapport aux lettres. Puis ça, c'est un pan de l'histoire qui est vraiment, vraiment ignoré. Et tout au long de l'histoire, là, je parle de l'Antiquité et cette époque-là, mais on peut avancer aussi, plus récemment également, il y a des richesses au Québec. Il y a des gens qui sont des personnes comme, je pense à Marjorie Villefranche, par exemple, la fondatrice de la Maison d'Haïti, qui est là depuis des dizaines d'années, qui a contribué. Je pense à des personnes comme Michel Adrien, qui a été le maire de Mont-Laurier, Ulrich Chérubin, qui est aujourd'hui décédé, qui était le maire d'Amos, Oscar Peterson, qui était un musicien extraordinaire dans la Petite Bourgogne. Donc, quand on pense aux communautés noires, oui, il y a des défis, mais c'est important de regarder la richesse des communautés noires. Juste de voir le film Black Panther avec Wakanda, oui, c'est une fiction, mais c'est une fiction dont l'idée provient de réelles richesses concrètes que les communautés noires avaient et ont encore. Donc, c'est important de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, selon moi. Ce que je nommerais, c'est qu'il y a des spécificités que chaque groupe marginalisé vit et c'est important pour aller dans les nuances, de connaître ces nuances-là, puis de comprendre que, par exemple, un homme noir ne vit pas la même chose qu'une femme, par exemple. Donc, il faut faire ces distinctions-là. En même temps, il y a vraiment une seule race, c'est la race humaine, et on est beaucoup plus similaires qu'on est différents. Je crois que oui, il y a malheureusement un piège à tout isoler et tout segmenter parce que ce qui va faire en sorte qu'on va vraiment avoir une forme d'unité puis d'être ensemble, c'est qu'on va être capable de comprendre qu'on reconnaît les distinctions, mais que les points communs méritent d'être mis en valeur. Pour moi, il y a différents moments marquants qui ont vraiment influencé mon choix de m'impliquer socialement. Et il y a des liens dans ces moments marquants-là. Je vais parler de deux situations différentes. La première, c'est le fait que mon frère ait joué au basketball dans le quartier Saint-Michel, puis il était beaucoup à l'école secondaire de Louis-Joseph Papineau. C'est une école, pour ceux qui la connaissent, une école qui n'a pas de fenêtre. Et moi, j'allais chaque semaine à cette école-là, puis je me disais, il y a vraiment un problème avec cette situation-là. Et je savais que on avait une responsabilité de société de faire en sorte que les écoles puissent avoir des fenêtres pour les élèves. Donc, dans mon adolescence, ça m'a beaucoup marqué. Cette école-là, c'est le symbole d'une époque qui m'a fait réfléchir aux inégalités. Plus tard dans ma vie, alors que j'étais avocat pratiquant, donc je pratiquais le droit, ça m'est arrivé souvent d'aller au palais de justice et de voir des amis d'enfance avec qui je faisais du sport, dont plusieurs étaient là pas pour travailler, ils étaient là pour faire face à des accusations criminelles. Et le lien, c'est que plusieurs ont grandi dans ces environnements-là et ont fréquenté, entre autres, cette école-là. Donc, à l'adolescence, j'ai vu un contexte de dire, je voyais les défis qui se pointaient à l'horizon. Puis plus tard, j'ai vu malheureusement les conséquences d'un environnement qui favorisait pas le développement des jeunes. Et là, je me suis dit que j'ai quand même une responsabilité de par l'éducation que j'ai reçue, de par ma connexion à la communauté québécoise,
de me dire, mais j'ai le goût de m'impliquer par rapport à ça. Il y a quelques jours, je suis allé faire une conférence sur le racisme auprès de jeunes de 5e et 6e année primaire à l'Ascension, dans les Hautes-Laurentides. Et c'est une communauté de seulement 900 personnes qui a très peu de diversité au plan ethnoculturel. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que les questions des jeunes étaient extraordinaires. Et c'est des questions qui reflétaient le fait qu'il manquait en fait de diversité dans le contexte. Puis on ne peut pas leur en vouloir parce que finalement, ce que ça marquait, c'est le manque de mixité dans nos sociétés. Il y a des jeunes de Montréal qui n'ont jamais quitté Montréal. Et pour moi, quand je me projette dans un Québec qui est solidaire, un Québec qui se tient tricoté serré, comme on dit en bon français, c'est un Québec où les enfants, les jeunes, peuvent avoir ces connexions-là. Donc, moi, j'ai vraiment grandi à Montréal, j'ai vu Montréal, je vis Montréal. Puis parfois, je me promène en région. Puis l'exemple le plus récent, c'est de voir les jeunes curieux, intéressés, mais qui n'ont pas l'opportunité de se rencontrer. Puis je rêve d'un Québec où les jeunes peuvent se rencontrer parce que en leur permettant de se rencontrer et de se parler, j'ai l'impression qu'on va être capable d'avoir des liens qui sont beaucoup plus forts que la division qu'on peut voir, entre autres, sur les réseaux sociaux, où là, on n'a pas l'opportunité de se voir puis de construire des liens humains. Je crois vraiment à l'importance des liens humains, puis je pense qu'on est capable.